Bonjour à tous, merci de votre patience. Je suis donc Nicolas, directeur associé chez Atlantic Capital Partners et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va avoir le plaisir de vous présenter notre nouvelle publication trimestrielle qui est dédiée aux produits structurés. Elle est conçue pour vous offrir un large éventail de solutions. Elle combine notre expertise en produits structurés avec une optimisation des opportunités de marché. À mes côtés, pour cette présentation, nous aurons Bruno Jacquier, qui est directeur de la stratégie d'investissement, qui exposera nos perspectives de marché globales et par classe d'actifs. Et également, nous avons Adel Bentounsi et Paul Zermati, responsables des relations investisseurs, qui conçoivent et pilotent vos produits structurés au quotidien. Ils vous présenteront une sélection de produits alignés sur notre stratégie d'investissement et les conditions de marché actuelles. La présentation sera organisée d'abord par les vues de marché, puis les produits correspondants, classe d'actifs par classe d'actifs. La session durera environ 45 minutes et on la fera suivre d'une session de questions-réponses. Donc, je vous invite dès maintenant à poser vos questions dans le chat qui est situé normalement en bas à droite de votre écran. Et on va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous pour votre participation et place à la présentation. Bruno, c'est à toi. C'est tout bon? C'est tout bon. Ok. Il faut que tu coupes ton son, Bruno, chez toi. Ouais. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? Entendu, alors c'est parti. Les petits réglages techniques. Le but de cette présentation, effectivement, c'est de faire le point sur le cycle économique et sur les marchés financiers. Sur la première slide, on peut facilement se rendre compte d'où on vient et finalement où est-ce qu'on va en termes à la fois de croissance économique et d'inflation. C'est vrai qu'on est sorti de période Covid avec une très forte croissance et aussi une très forte inflation. Et on le voit sur le graphique de gauche, les indicateurs d'activité, que ce soit aux États-Unis en bleu ou en zone euro en jaune, sont en train de décélérer et se rapprochent de la zone de récession. Donc ça fait plusieurs mois et trimestres qu'on est proche de cette zone, mais qu'on se maintient en zone de croissance d'activité faible, mais quand même en zone de croissance. Et le risque, il est effectivement que dans les prochains trimestres, on passe temporairement dans cette phase de récession. Le bon côté de la chose, c'est que ça va continuer à mettre une pression à la baisse sur l'inflation, c'est-à-dire que les prix vont continuer à progresser, mais de moins en moins vite. Et en tout cas, en ligne avec ce qu'espèrent les banques centrales, c'est-à-dire une croissance annuelle des prix entre 0 et 2%. Donc, on a à la fois un ralentissement de l'activité et un ralentissement de l'inflation, ce qui est on va dire la définition par essence des phases de contraction de l'activité économique. Si maintenant on passe à la slide suivante, on peut regarder le dernier indicateur qui tenait encore bon jusque-là et qui permettait d'avoir un peu espoir d'éviter cette phase temporaire de récession, c'était que l'emploi américain tenait très bien. Et donc les ménages américains, qui représentent une part importante de la croissance économique mondiale, continuaient de dépenser. Le point qui a changé ces derniers mois, c'est effectivement que le taux de chômage américain, qui était à 3,4% au plus bas, est remonté pour atteindre 4,2, 4,3% récemment. Et là, ce que je vous ai mis sur ce graphique, c'est pas le taux de chômage tel quel, c'est sa variation. C'est-à-dire, on regarde le taux de chômage aujourd'hui avec son point bas des 12 derniers mois, qui est une règle développée par une économiste au sein de la Réserve fédérale américaine, qui s'appelle SAM, et donc la fameuse règle de SAM est là pour essayer de voir quand est-ce que les États-Unis rentrent en récession. Et donc, cet économiste a mis en place ce système pour montrer que dès que le taux de chômage progresse d'au moins 0,5%, c'est-à-dire qu'on passe de 4 à 4,5 ou de 5,5 à 6, peu importe le point de départ, quand ce taux de chômage augmente rapidement, à chaque fois, à coup sûr, on rentre en récession. Et là, effectivement, le trigger, le point clé, c'est 0,5%. Et sachant qu'on est passé de 3,7 à 4,2, on est en train de casser ce seuil. Et donc, la probabilité de récession aux États-Unis devient très, très forte, pour ne pas dire quasi certaine. Donc ça, c'est le premier point qui est assez pessimiste sur le scénario économique global. Mais on va voir qu'au final, il y a plusieurs manières d'en tirer profit.
Et notamment, on va pouvoir se servir du fait que la politique monétaire va s'assouplir. Donc les banques centrales qui ont lutté contre la progression des prix ces dernières années, en augmentant massivement leurs taux directeurs, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, ont finalement stabilisé ces taux à des niveaux relativement élevés et depuis quelques semaines et quelques mois sont en train de pivoter et donc de changer de stratégie pour au contraire venir faciliter la croissance économique et donc abaisser les taux directeurs. Donc, pour une fois, l'Europe a été en avance sur les États-Unis puisque la situation économique était un peu plus dégradée en Europe. Et donc, on a eu la BCE qui a déjà baissé ses taux de 25 points de base, donc 0,25%. Elle va continuer à faire de la sorte probablement déjà cette semaine. Le prochain meeting est le 12. Et puis, on va avoir la Réserve fédérale qui se réunit le 19 septembre, qui elle aussi va enclencher son processus de baisse des taux, donc qui va venir soutenir la croissance économique. Alors ça prendra un peu de temps, ça va pas être instantané, il va falloir plusieurs baisses de taux pour que l'impact soit ressenti dans l'économie, mais en tout cas on s'oriente de ce côté-là vers des bonnes nouvelles. Et puis cette baisse de taux sur la partie courte, elle est aussi visible sur la partie longue, qui est le graphique de droite, où on voit les taux à 10 ans aux États-Unis, toujours en bleu, et en zone euro en jaune. On voit qu'on a anticipé déjà un petit peu ces baisses de taux. C'est le propre des marchés financiers. Le marché obligataire anticipe les décisions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. Et donc, on a déjà commencé à baisser un peu sur les taux, ce qui a permis de profiter de certaines stratégies. Et là, très clairement, l'idée est vraiment de garder en tête que la baisse des taux va se poursuivre. On est probablement au milieu du chemin et il y a encore un petit bout à effectuer pour voir complètement ce processus de baisse de taux se mettre en place et ça va offrir des opportunités assez intéressantes sur les marchés. Alors justement sur le marché obligataire, si on regarde le premier graphique qui est le graphique de performance des obligations sur le long terme, au final depuis 2000, on s'aperçoit que les obligations par définition ne sont pas très volatiles et offrent des rendements réguliers. Et on s'aperçoit aussi que sur 2022, si vous vous en rappelez, la performance des marchés obligataires avait été très décevante puisqu'on avait eu une forte correction, ce qui est assez atypique pour ce type de marché. Et c'était lié au fait justement que les banques centrales avaient réaugmenté leurs taux de manière assez rapide. Et donc, les taux montant, la performance des obligations baisse. Le fonctionnement est inversé. On voit aussi que depuis 2023, on se stabilise. Et là, vraiment, sur 2024, les obligations sont en train de commencer à délivrer des belles performances. Depuis le début de l'année, on est en territoire positif et on est en train véritablement d'accélérer vraiment cette performance positive depuis le mois de mai. Et ça vient justement en ligne avec cette stratégie de profiter de la baisse des taux des banques centrales. Donc là, on est vraiment qu'au début de ce rattrapage et les obligations, notamment souveraines, donc délivrées par les États, vont vraiment offrir de belles perspectives au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc un point essentiel dans les portefeuilles. L'autre manière de se positionner sur les obligations, ça peut être avec des structures qui profitent de ces baisses de taux. Et ça peut être également, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite, de regarder non pas le niveau des taux d'intérêt et de profiter de leur baisse, mais de regarder les écarts de taux d'intérêt entre les taux longs et les taux courts. On le voit sur ce graphique de droite, que ce soit toujours aux États-Unis en bleu ou en Europe en jaune. Habituellement, l'écart, donc le spread, est positif. C'est-à-dire que les taux longs ont tendance à être structurellement plus élevés que les taux courts. Il y a une sorte de logique derrière ça, qui est une des bases de l'économie, un des fondements du comportement humain, c'est qu'on va préférer avoir notre argent tout de suite plutôt que plus tard. Donc on a une préférence pour le présent. Et si on accepte de bloquer notre argent pendant plus longtemps, c'est pour avoir une espérance de gain plus élevée, c'est-à-dire pour gagner plus d'argent. Et c'est la raison pour laquelle les taux longs sont quasiment tout le temps plus élevés que les taux courts. Depuis un peu plus de 2 ans, on avait la situation inverse. C'est lié au fait que les marchés obligataires anticipaient la récession, anticipaient la baisse des taux qu'on commence à voir du côté des banques centrales. Et donc, on a eu cette inversion de la courbe des rendements, mais qui est temporaire. Donc, depuis plusieurs mois et trimestres, on se positionne pour la repentification de cette courbe des rendements, c'est-à-dire le fait qu'on va passer de moins 100 points de base, moins 1% à 0, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et ensuite, on va passer en territoire positif pour aller en direction de 100 à 200 points de base sur ce type d'indicateur. Et donc, toutes les stratégies qui sont liées à ce type de scénario
sont profitables. Si on va sur la slide d'après, peut-être je vous la laisserai regarder à tête reposée, mais juste pour montrer qu'il y a vraiment un lien entre ce cycle de la courbe des taux et le cycle économique. Et là, on est sur la phase 4, donc à droite du graphique, et on va avoir donc cette quantification qui va se faire à chaque fois que les banques centrales baissent les taux. Donc, on aura à la fois une baisse de l'ensemble de la courbe des taux et une quantification. Et ça, c'est vraiment le point clé à retenir pour le moment du cycle dans lequel on se situe à l'heure actuelle. Peut-être je vous passe la parole sur la partie structurée avant d'enchaîner sur la partie obligations d'entreprise. Merci beaucoup Bruno. Donc on va vous présenter quelques solutions maintenant associées donc à cette stratégie d'investissement. Je vais laisser la parole à Adèle qui va pouvoir vous présenter le premier produit associé donc à cette stratégie, la baisse des taux. Adèle, tu peux monter sur scène. Hop. Voilà, tu peux zoomer un peu. Bonjour à tous. Alors, encore une fois, merci d'être présent pour ce webinaire de présentation de notre panorama. Alors, pour commenter sur les produits, on va rester sur le produit qui a été le produit phare de cette année 2024, enfin jusqu'à présent, avant que les taux baissent. C'est le Phoenix sur taux CMS 10 ans. Alors, on vous en a envoyé plusieurs versions depuis le début de l'année. On a traité énormément parce que selon nous, ça a été une super opportunité de marché d'avoir un produit à capital garanti, facile à comprendre, avec des coupons conditionnels certes, mais avec une stratégie derrière qui était quand même facile à comprendre pour tout le monde, tout type de client, en allant du particulier sans culture financière au directeur financier d'une PME. C'était voilà l'évolution des taux. Les taux sont quand même depuis, c'est ce que le marché se dit depuis quelques mois, ont plus tendance à baisser qu'à monter. Donc, ça a été un bon calcul et un bon pari pour les investisseurs qui se sont positionnés au premier semestre sur ces produits. Ça nous a permis d'aller chercher des rendements à 6, 7, parfois 8% avec des marges réduites sur un produit, alors que je vais réexpliquer maintenant pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de recevoir toutes nos propositions sur le début de l'année. Mais concrètement, c'est un produit très simple. Donc, capital garanti, 12 ans dans la version présentée ici. Et à chaque date de constatation trimestrielle, on a 3 scénarios. Soit on est au-dessus de la barrière de coupon, donc là, dans le cas présent à 2,80, et dans ce cas-là, il ne se passe rien, et on attend la date suivante. Soit on est entre la barrière coupon et la barrière de rappel, donc entre 2,80 et 1,80, et dans ce cas-là, un coupon est versé, un coupon trimestriel, et on passe à l'année suivante. Et soit, dernier cas de figure, on est en dessous de cette barrière de rappel à 1,80, et dans ce cas-là, le produit est rappelé par anticipation et le remboursement, le client, l'investisseur est remboursé de son capital initial. Donc ça, c'est ce qui va se passer à chaque date. En plus de ça, on va rajouter sur les 4 premiers trimestres une garantie des coupons. Donc en fait, sur les 4 premiers trimestres, on est sûr, il n'y a rien à constater, on est sûr d'avoir 1,50 dans cette version par trimestre écoulé. Et à partir du 5e trimestre, il y a la barrière de rappel qui rentre en jeu. Donc pour résumer, 3 cas de figure à chaque fois. Soit on est au-dessus de la barrière de coupon, on n'a rien. Soit on est entre la barrière coupon et la barrière de rappel et on a un coupon. Soit on est en dessous de la barrière de rappel et on a notre capital plus le coupon. Voilà, donc ça a été des super produits. Aujourd'hui, il est encore possible de rentrer sur cette version qui est référencée chez plusieurs assureurs. La seule chose, c'est que évidemment, comme le produit lui est figé, les barrières, les coupons, etc., dans la version qui est présentée, la variable d'ajustement, ça va être l'upfront qui a baissé. Aujourd'hui, sur ces produits-là, on est à entre 1 et 2% d'upfront. Mais il est encore possible d'en faire tant que les taux se maintiennent à des niveaux, au niveau actuel. On est autour de 2,45, 2,50 en ce moment. Si les taux perdaient ne serait-ce que 10 BP de plus, ces produits commenceraient à être un peu obsolètes parce qu'il faudrait réduire les rendements. Voilà pour ce produit-là. Je laisse Bruno continuer. Alors, on va passer la parole tout de suite à Paul qui va nous présenter un produit pour justement investir sur la quantification de la courbe, qui est quand même une conviction très sérieuse pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. Paul, je te passe le micro. Tout à fait. Bonjour à tous.
Effectivement, on considère que c'est un petit peu le dernier appel pour jouer la thématique de la pontification, qui est une de nos convictions fortes, et ce depuis quelques mois et depuis l'année dernière. Cette fois-ci, le Tarn, qui est un produit que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, revient sous un format un petit peu différent, un format qui est une innovation atlantique, si j'ose dire. C'est ici un produit capital garanti, de maturité 12 ans, qui s'indexe à la pente 30 ans moins 5 ans, ce qui était jusqu'à présent la norme de la typologie de ce produit. Une cible fixée dans le Tarn à 1%, c'est-à-dire que l'on cible une repentification de la courbe des taux qui doit atteindre au moins 1% pour que le produit soit remboursé par anticipation. Aujourd'hui, et l'objectif ici, c'est de maximiser ce rappel anticipé dans cette version, qui est somme toute assez simple. En année 1, un coupon de 7% accumulé. Mais on observe dès la fin de l'année 1 le niveau de pente réalisé entre le taux 30 ans et le taux 5 ans. Si le produit n'est pas rappelé par anticipation à la fin de l'année 1, en année 2, l'investisseur accumule à nouveau un coupon de 7% et la pente est à nouveau observée. Et on vient sommer cette fois-ci donc le potentiel différentiel de pente de l'année 1 avec celui de l'année 2. Le produit, là aussi, peut être rappelé. S'il n'est pas rappelé à ce moment-là, alors de l'année 3 à l'année 12, on observe la pente 30 ans moins 5 ans et le produit est remboursé dès lors que la somme de cette pente fait 1%. La stratégie ici, plus que sur certains Tarn qui étaient structurés par le passé, c'est d'offrir 2 coupons, mais surtout d'observer la pontification de la courbe des taux dès la fin de la première année afin d'optimiser les chances de rappel anticipé de manière très simple. Paul, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux actions. Bruno, je te repasse le micro. Alors, est-ce que, avant les actions, vous voulez que je fasse un bref commentaire sur les obligations corporate? Oui, pardon, tout à fait. Les obligations corporate d'abord, s'il te plaît, oui. Oui, s'il te plaît, Bruno. Ok, alors sur les obligations corporate, le point, alors je ne sais pas si on peut voir la slide. Ce qui pourrait être pas mal, sinon on peut faire ça aussi, c'est de regarder en fait l'écart qui existe entre les rendements que délivrent les obligations d'entreprise et le rendement qu'on appelle sans risque, donc délivré par les États de la zone euro ou des États-Unis. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que plus le cycle économique est dynamique, plus ces écarts de rendement vont être faibles. C'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Et à l'inverse, quand on va avoir quelques soubresauts économiques, ces écarts vont avoir tendance à augmenter. Donc là, on est vraiment sur un des points bas du spread. Donc le risque, c'est effectivement que ça réaugmente un petit peu. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, comme les taux souverains vont eux aussi baisser, au final, le niveau absolu des rendements obligataires délivrés par les entreprises pourrait ne pas trop monter. Ça sera surtout, le spread va augmenter surtout parce que les taux sans risque baissent. Donc ça, c'est un premier point à garder en tête que souvent les investisseurs oublient. Donc ça donne quand même une préférence pour les obligations souveraines par rapport aux obligations d'entreprise. Mais c'est pas que les obligations d'entreprise sont à risque. Qui plus est, les obligations investment grade. Et là-dessus, j'insiste aussi sur la différence qui existe entre les obligations de bonne qualité, donc investment grade, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'est pas rare que des obligations de ce type-là puissent, à un moment ou à un autre, activer des processus de faillite et de défaut, puisqu'elles elles essayent de se positionner dans la couverture de ce qu'ils appellent le Chapter 11, donc la loi contre les faillites aux États-Unis. En Europe, on n'a pas ce processus-là. Et donc, en fait, la probabilité qu'une entreprise de bonne qualité, investment grade, fasse défaut dans un horizon de 2 ou 3 ans est quasiment nulle. Dans le pire des cas, ce qui peut arriver, c'est qu'elle va être dégradée, sa note va baisser, et elle va passer en obligations plus risquées, donc les fameux high yield, mais elle ne va pas faire défaut. Les seuls quelques rares cas qu'on a eu de défaut par le passé en Europe, c'était vraiment lié à des malversations ou des fraudes comptables, etc. Donc, on n'est pas à l'abri complètement de ce genre de possibilités. Et c'est vrai que, vu que le régulateur quand même applique à la lettre ces obligations,
il y a peu de chances d'avoir un défaut sur les obligations investment grade en Europe. Et ça leur donne un avantage certain par rapport aux obligations américaines d'entreprise. Merci beaucoup Bruno. Je vais passer la parole à Paul qui va vous présenter un produit totalement en ligne avec cette vision. Donc Paul, je te passe le micro. Oui, bien sûr, on ne peut plus en ligne avec ce que tu viens de dire, Bruno. Une structure qui, cette fois-ci, est un produit de crédit, donc qui peut répondre quelque part à un besoin de diversification et qui correspond à une alternative à la détention d'un portefeuille obligataire d'entreprise investment grade en somme. C'est un produit qui a un sous-jacent que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, qui est un indice, l'indice iTraxx Main, qui synthétise les 125 références les plus liquides. C'est la synthétisation du risque de crédit des 125 entités de référence européennes les plus liquides, et donc par plus liquide, je veux dire de meilleure qualité du marché. C'est un indice dont une série sort tous les 6 mois, actualisé. Par série, je veux dire que c'est une sorte de mini-indice, un indice qui est actualisé des derniers 125 composants les plus liquides du marché. Au lancement, donc, les entités sont donc les mieux notées, en tout cas, celles dont le spread de crédit est le plus réduit. C'est un produit 5 ans, qui n'est pas capital garanti cette fois, mais pour lequel il y a une mise à risque du capital qui correspond au nombre d'événements de crédit que sont connus au sein de cet indice. Donc, le nombre d'événements de crédit au sein des 125 entités qui composent cet indice d'entreprise investment grade. Le choix que nous avons fait dans le produit que nous vous projetons, avec 2 versions, c'est que la mise en capital se fait à partir du 4e événement de crédit, donc protégé contre 3 événements de crédit, ou à partir du 5e événement de crédit, donc protégé contre les 4 premiers événements de crédit. Il faut savoir qu'historiquement, sur ce type de produit à 5 ans, il n'y a eu au maximum qu'un seul événement de crédit enregistré. Donc, les statistiques et l'historique vont au crédit de cette typologie de produit. C'est un produit de rendement qui détache un coupon annuel, si je prends la version 1, de 5,75% par an, tant que ne sont pas survenus plus d'événements de crédit qu'il n'y a de protection au sein du produit. Le mécanisme est décrit dans la fact sheet que l'on vous fera suivre, qui vaut le coup que vous y attardiez un petit peu plus sans que je décrive l'intégralité du mécanisme, mais c'est une structure que l'on trouve particulièrement pertinente pour ceux qui souhaiteraient s'exposer à ce risque de crédit d'entreprise européenne. Paul, merci beaucoup. C'était très clair. On va pouvoir continuer avec la partie action maintenant. Bruno, je te repasse le micro. Alors, sur la partie action maintenant, le premier point en termes d'allocation d'actifs, c'est de regarder au final quel est le rendement escompté pour les actions par rapport aux obligations. C'est ce que j'ai voulu imager sur le graphique de gauche. Donc, on a le rendement escompté pour les obligations en courbe jaune. Et on retrouve à peu près nos 4% de rendement annuel qu'on peut observer en détenant une obligation, comparé au rendement des actions, donc les bénéfices d'un indice divisé par le prix de cet indice. Et on voit qu'on est aux alentours aussi de 4% depuis quelques temps. Ce qui est assez surprenant, puisque historiquement, les actions vont avoir tendance à délivrer des rendements supérieurs aux obligations, puisqu'elles comportent un risque de volatilité qui est plus fort. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et donc c'est vrai qu'à rendement équivalent, on se dit finalement, autant aller sur l'actif le moins risqué et les obligations. Donc ça plaide un petit peu pour les obligations. Et ça, c'est temporaire. Tôt ou tard, cet écart va redevenir en faveur des actions. Mais pour l'instant, c'est important de noter ce point-là. Le deuxième point qui va aussi pour un scénario relativement modéré sur les actions, c'est que si on regarde leur valorisation, donc le prix qu'on paye les actions, je l'ai imagé sur le graphique de droite, et c'est la courbe bleu clair qui correspond donc au multiple de valorisation des actions du S&P 500. Donc aujourd'hui, cette courbe bleue
c'est l'échelle de droite, en échelle inversée. Donc, quand la courbe bleue baisse, c'est que les actions deviennent chères. Et quand la courbe bleue monte, bleu clair, c'est que les actions deviennent bon marché. Et donc là, on se rend compte qu'à 27 fois les bénéfices en cours, les actions américaines sont relativement chères. On a eu 2 fois dans l'histoire où elles étaient plus chères. C'est pas parce qu'elles sont chères qu'elles ne peuvent pas devenir plus chères, mais c'est un point à garder en tête. C'était en sortie de Covid, donc en 2022, et pendant la bulle Internet, aux alentours des années 2000. Le point important à garder en tête, c'est que plus on achète quelque chose de cher, plus le risque de correction est fort. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'on a été sur ce niveau de valorisation, la performance annuelle des actions qui a suivi, dans les 12-18 mois qui ont suivi, a eu tendance à être négative. Et là, c'est effectivement à ce risque-là qu'on est associé, vu la phase du cycle où on se trouve à l'heure actuelle. Donc, autant je vais être transparent sur le risque action, autant vous allez le voir, il y a tout intérêt à quand même bien se positionner sur les bons secteurs et sur une partie du marché action. Donc, premier point qui est lié à ça. Le deuxième point, il vient complémenter la cherté du niveau des actions et donc le risque de correction, c'est que la volatilité aussi, qui a été relativement faible ces dernières années, va avoir tendance à augmenter. C'est le cas à chaque fois que les taux d'intérêt ont été montés de manière assez dynamique, c'est ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières années, et où que la courbe des rendements s'est inversée. On en a parlé tout à l'heure, c'était le cas encore jusqu'à très récemment. Et donc, vous voyez sur ces 2 graphiques-là que quand les taux montent ou quand la courbe des taux s'inverse, souvent, la volatilité augmente. Et donc, on va se retrouver dans un environnement dans les 12-18 prochains mois où la volatilité va être structurellement plus élevée qu'aujourd'hui. Donc, la volatilité, on aime bien la mesurer avec le VIX, qui n'est pas l'indice parfait d'ailleurs pour la mesurer, mais qui est connu de tous et qui permet de voir que la volatilité récente, elle était plutôt aux alentours de 13, 14, 15 et qu'on va passer vers un régime de volatilité plutôt aux alentours de 20 à 30 dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc ça, c'est important aussi en termes de construction de portefeuille et de produits qui peuvent nous intéresser. Certains produits vont être très efficaces quand la volatilité est basse et d'autres, au contraire, vont être beaucoup plus rémunérateurs quand la volatilité est élevée. Une fois de plus, dans les 2 phases, il y a des moyens d'investir qui sont rémunérateurs et l'idée n'est pas d'attendre que la volatilité rebaisse, ou bien au contraire. Donc, le premier point par rapport à ça, c'est que ceux qui veulent couvrir une partie des portefeuilles avec des stratégies de couverture, des hedges, le bon moment de le faire, c'est maintenant. C'est un peu le dernier appel. Il faut profiter des moments où la volatilité rebaisse légèrement en dessous de 20 pour couvrir les portefeuilles, puisqu'après, structurellement, on va avoir tendance à osciller plutôt entre 20 et 30. Et là, on fera d'autres produits à ce moment-là. Donc, ceux qui sont à l'aise avec leur exposition action à l'heure actuelle, malgré le ralentissement économique et donc le risque de baisse temporaire des marchés actions, très bien, c'est-à-dire que le portefeuille est bien construit. Ceux pour qui ils disent j'ai un petit peu trop d'actions à l'heure actuelle et qui veulent en couvrir une partie, le timing est encore bon, mais c'est vraiment le dernier appel. Autre point maintenant à garder en tête, toujours en termes de présentation la plus transparente possible, autant en termes tactiques, ça vaut le coup de réduire un petit peu la position action ou en tout cas d'y être un peu moins sensible avec une protection, autant chacun doit garder en tête que d'être contre le marché action, c'est très coûteux. C'est-à-dire que la tendance structurelle de long terme du marché action, elle est toujours à la hausse, elle est toujours porteuse. On le voit sur le graphique de gauche où on voit le marché des actions américains depuis 1870, on voit qu'il n'a fait que progresser. Certes, on a eu des trous d'air de temps en temps, et on essaye de les éviter, mais ils arrivent régulièrement, notamment en lien avec les cycles économiques. Mais la tendance structurelle, elle est vraiment à la croissance des bénéfices des entreprises et donc à la croissance du marché des actions. Pour dire les choses autrement, et qui à mon sens est assez parlant, je me suis amusé à regarder la performance du marché des actions depuis 1990. Donc sur les 25 dernières années, les 35 même dernières années, pardon, la progression moyenne, c'était 8% par an. Donc vous voyez que de détenir tous les jours le marché action, ça nous permettait de générer 8% par an. Si on était en dehors du marché 20 jours par an, on était quasiment à zéro.
C'est-à-dire que juste sur 35 ans, si on est en dehors du marché, les 20 meilleurs jours de cotation, la performance passe de 8 à quasiment 0. Donc ça montre bien à quel point d'être en dehors du marché des actions peut être coûteux en termes de performance sur le moyen long terme. Donc on doit vraiment jauger les deux, c'est-à-dire garder une exposition aux actions pour participer à cette tendance structurelle porteuse et de temps en temps avoir des stratégies plus défensives pour supporter les chocs économiques quand ils se produisent. Donc ça peut être, comme on a dit en début de présentation, avec des obligations ou des stratégies liées au taux d'intérêt. Ça peut être aussi en prenant des stratégies de couverture et ça peut être aussi avec des secteurs, mais j'y reviendrai dans un petit moment. Je prends la suite. Merci Bruno. Je vais passer la parole là maintenant à Adèle qui va vous présenter donc un produit qui va permettre de jouer et d'investir sur la hausse des marchés. Adèle. Alors, ok. Donc là, je vais vous parler de l'Airbag Note sur indice, que certains peuvent connaître aussi sous le nom de Outperformer. Ce produit, c'est vraiment la définition même du produit structuré. Quel est l'intérêt d'un produit structuré par rapport à acheter une action en direct? Et ben là, on a la définition même des avantages d'un produit structuré. En gros, sur ce produit, comme disait Bruno, le marché va pas vivre sa meilleure période dans les semaines et mois à venir, mais potentiellement, il faut rester investi en actions, au moins pour le fonds de portefeuille, et pourquoi pas, justement, transformer un peu son fonds de portefeuille avec les actions de votre choix. Ça fonctionne à peu près avec toutes, il faut faire les prix, mais par des produits plus sécuritaires comme celui-ci. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Concrètement, si vous achetez une action et qu'elle prend 50%, vous gagnez 50. Si elle perd 50, vous perdez 50. Et bien, avec ce produit-là, le meilleur moyen de l'expliquer, c'est le graphique que vous voyez en dessous. On va prendre l'exemple du CAC 40. Donc, sur le CAC 40, sur ce produit-là, si vous achetez le CAC 40 via un airbag, en gros, si ça monte, donc de 0 à plus l'infini, vous allez toucher 130% de la perf. Pas 100%, mais 130%. Donc, vous avez un gain de 30%. Et si ça baisse, jusqu'à une baisse de moins 30, vous perdez rien. À moins 31, vous perdez 31. À moins 35, vous perdez 35. Comme si vous aviez acheté l'indice ou l'ETF CAC 40. Mais ici, en gros, vous avez un choix, soit d'acheter l'ETF et d'être exposé à 1 pour 1. Donc, quand ça monte de 1 ou quand ça perd de 1, vous perdez ou vous gagnez la même chose. Et ici, en ajoutant, parce qu'évidemment, il y a une contrepartie à tout ça, c'est d'ajouter un risque bancaire. Parce que quand vous achetez un produit, un airbag qui aura été émis, je ne sais pas, par Goldman Sachs, par BNP ou par Société Générale, vous prenez un risque que cette banque émettrice fasse défaut concrètement. Donc, que vous ne renvoyez pas votre argent ou une partie de votre argent. Évidemment, on travaille avec comme vous le savez, avec des émetteurs de qualité. Mais si vous êtes prêt à prendre ce risque et donc à acheter un produit structuré, vous pouvez transformer votre ETF tout à fait standard dans un produit qui va vous payer 130% de l'exposition de l'ETF seulement quand ça monte. Et quand ça baisse, vous êtes protégé jusqu'à une baisse de 30%, 40%, 50%, 30%, 20%. Enfin, ça dépend des sous-jacents, ça dépend des maturités, ça dépend de pas mal de choses, comme vous le savez. Mais concrètement, vous avez une protection à la baisse et un boost à la hausse. Et tout ça juste en achetant le produit structuré plutôt que l'indice en direct ou l'ETF en direct. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment très intéressants. Quand vous avez des clients qui ont des convictions précises sur des titres qui ont… j'ai eu l'exemple récemment d'un client qui avait travaillé longuement dans une boîte du CAC 40 et qui avait dans son portefeuille compte titre plusieurs millions d'euros d'un seul et même titre. On en a transformé une partie sur un outperformer pour réduire le risque du portefeuille. Voilà dans les grandes lignes. Après, évidemment, là, on parle de strike minimum, etc. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter à n'importe quel produit. Mais l'important, c'est le fonctionnement de ce produit-là. Encore une dernière fois, vous prenez plus quand ça monte. Vous êtes protégé jusqu'à une certaine baisse. Et à partir d'une baisse, importante, c'est comme si vous aviez acheté le sous-jacent lui-même. Voilà, tu peux passer à la suite. Merci beaucoup Adèle. En effet, c'est l'illustration parfaite de l'optimisation du couple risque-rendement qui est l'objectif numéro 1 d'un produit structuré. Bruno, est-ce que tu veux continuer peut-être sur les secteurs maintenant?
Je te repasse le micro. Ok, alors sur la partie sectorielle maintenant, le point qui est, je pense, le plus intéressant pour moi dans ce type d'environnement économique, où c'est vrai que certains se disent que ça peut être catastrophique, moi je trouve que c'est les moments les plus intéressants. On voit sur le premier graphique que les différents secteurs ont des performances différentes en fonction du cycle économique. Donc là, je me suis amusé à décomposer les indices en 10 grands secteurs. Et on voit que si on est en phase d'expansion, de ralentissement, de récession ou de reprise économique, on ne va pas avoir les mêmes secteurs qui surperforment d'une phase à l'autre. Typiquement, dans les phases d'expansion, comme on a vécu encore jusqu'à récemment, la techno, l'immobilier, même une partie des financières a tendance à très très bien se comporter. À l'inverse, quand on est dans une phase de ralentissement économique et qui plus est de récession, ça va être les secteurs qu'on appelle défensifs, et donc principalement la consommation de biens de base, les services aux collectivités, la santé et même l'énergie sont plutôt en tête de peloton. Donc c'est vraiment un point important, puisqu'on le voit dans ces périodes-là, ces secteurs-là finalement ne corrigent quasiment pas. Donc, non seulement ils surperforment en relatif par rapport aux autres secteurs, mais au final, ils permettent de vraiment amortir le trou d'air pour pouvoir rebondir derrière très puissamment lorsque le marché va repartir. Un des moyens de se rendre compte de ça, c'est de regarder le graphique de droite où on voit la performance relative des industriels par rapport aux biens de consommation de base. Et on voit que voilà, quand le cycle est porteur, et ici donc les taux ont tendance à monter, eh bien les industriels surperforment les staples. À l'inverse, dans la phase qui est en train de démarrer, de se matérialiser, on va avoir donc le cycle économique qui ralentit, les taux qui ont tendance à baisser, comme on disait tout à l'heure, et on va avoir plutôt les biens de consommation de base qui vont surperformer les industriels. Donc ça, c'est vraiment un cas concret, et on pourrait multiplier les exemples, ça fonctionne assez bien. Donc il faut vraiment être sur ces segments-là, consommation de base, santé, énergie, même utilities, donc les services aux collectivités, tiennent relativement bien en ce moment. Je mettrai un tout petit bémol sur ce secteur-là, sachant que les taux étant relativement élevés, que ce secteur est relativement endetté, ils vont quand même moins en profiter que d'habitude, mais c'est vrai qu'ils devraient être quand même dans le peloton de tête. Alors si on creuse un petit peu en allant sur la slide suivante, ici je vous ai remis la consommation et la santé, mais de manière un peu plus dynamique, on va dire. On peut aller très clairement sur les grands groupes de consommation de base, les Carrefour, les Nestlé, etc., qui devraient bien se comporter dans cette période de crise. On peut aussi aller chercher de la consommation vraiment sur le haut de gamme du luxe. C'est-à-dire que le luxe, ça ne fait pas partie de la consommation de base, au contraire, c'est de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on va dépenser pour des biens de luxe que si le cycle économique est fort et qu'on a des rentrées, des revenus plus importants. Dans le très haut de gamme du luxe, c'est pas forcément le cas, puisqu'en fait, au final, les consommateurs sont peu influencés par les cycles. Pour dire les choses clairement, si on a envie d'acheter un sac Hermès, que ça soit en phase de croissance économique ou de récession, au final, peu importe. Et au contraire, ces marques-là vont avoir tendance à profiter de la dynamique qu'elles ont grâce à leur nom sur le marché d'occasion. Typiquement, le sac Hermès dont je parlais va avoir tendance à se revendre plus cher sur le marché de l'occasion que son prix neuf. Ce qui permet aux sociétés qui sont dans ce cas de figure-là d'avoir un pouvoir de fixation des prix, un pricing power très élevé. Donc si le prix du sac augmente sur le marché d'occasion, elles vont pouvoir elles aussi le faire monter sur le prix du bien neuf. Et donc, par ce biais-là, augmenter leur marge, augmenter leurs revenus, et donc très bien se comporter sur les marchés. Donc ça peut être une manière un peu plus originale de se positionner sur la consommation, qui est sans doute un peu plus risquée que d'aller uniquement sur de la consommation de base, mais qui, à mon sens, a sa place dans les portefeuilles, dans le type de cycle où on se trouve à l'heure actuelle. L'autre moyen de diversifier un secteur, là aussi, sur la santé, on peut aller sur les grandes sociétés pharmaceutiques qui vont là aussi profiter du fait qu'elles ont un côté plus défensif, parce qu'au final, en période de crise économique, on va continuer à se soigner et donc elles vont continuer à générer des bénéfices de manière plus stable que d'autres secteurs.
Donc ça, c'est vraiment un segment structurel qu'on aime bien en portefeuille, ces grandes pharmaceutiques. Mais on peut aussi aller sur des pharmaceutiques qui sont un peu plus dynamiques. Et là, je pense typiquement à tous les titres dont les sociétés ont des médicaments pour lutter contre l'obésité. C'est un besoin sanitaire mondial. Il y a peu d'entreprises qui sont impliquées dans ce segment-là. Principalement, c'est Eli Lilly et Novo Nordisk aux États-Unis et en Europe. On a quelques sociétés qui gravitent autour, comme Roche par exemple. Et c'est vrai qu'elles sont quasiment en situation d'oligopole. Et donc, elles ont non seulement un grand marché à pénétrer, mais en plus, elles sont peu nombreuses sur le segment. Et les chiffres parlent pour elles. Si on regarde le graphique de droite, avec la perspective de croissance de ces sociétés. Donc, la courbe bleu clair, c'est le S&P 500, 493. Et j'ai enlevé les 7 meilleures sociétés qui sont donc sur la courbe bleue, les fameux Magnificent Seven. Et ensuite, j'ai comparé ça à la performance de Eli Lilly. Vous voyez qu'au final, pour tous ceux qui en portefeuille ont très bien performé avec des titres dans la tech par exemple et les semi-conducteurs en particulier, les Nvidia, etc., qui ont fait des profits très importants ces dernières années avec ce type de titres. Je dis pas de les vendre, parce que ça reste des titres sur lesquels on aime bien se positionner et qui ont encore un gros potentiel. Mais en tout cas, de prendre une partie des bénéfices de ces titres-là pour se positionner par exemple sur des titres comme Eli Lilly ou Novo Nordisk et de lutter contre l'obésité peut avoir un intérêt. Ça met tout autant de dynamique dans le portefeuille et ça permet de varier un petit peu les expositions. Donc voilà pour les deux premiers secteurs qu'on aime bien, à la fois sur la conso et sur la santé, et de manière assez stable ou de manière plus dynamique. Et puis, il y a 2 secteurs qu'on aime bien aussi. Alors, je vais commencer par le graphique de droite sur les pétrolières. On l'a vu, il arrive dans les 4 secteurs qui se tiennent bien en période de récession. Ça peut paraître surprenant parce que les entreprises vont moins consommer d'énergie et donc moins de pétrole. Mais au final, on se rend compte que les producteurs arrivent aussi à freiner l'offre, notamment grâce à l'OPEP qui se réunit régulièrement pour décider des quotas de production. Et puis, dans le cas de l'énergie, il ne faut pas oublier que depuis 2014, ce secteur sous-investit. Depuis le grand virage de révolution technologique sur l'énergie, et donc les énergies alternatives, les énergies vertes, on a presque plus dépensé pour puiser des nouveaux puits ou étendre les forages existants. Et donc, la capacité productive est très, très faible. Ce qui fait que dès qu'il y a un tout petit sursaut de la demande, l'offre semble insuffisante et donc les prix montent. Donc, ces sociétés-là vont profiter de cet effet-là. Une partie d'entre elles, et je pense notamment à Total, se sont déjà diversifiées aussi dans les énergies renouvelables pour partir. Et donc, au final, c'est un secteur qui est souvent délaissé parce qu'il a une mauvaise publicité. Mais au final, en termes d'investissement, il a vraiment un intérêt pour les investisseurs. Le graphique que j'ai mis sur la droite montre justement le poids du secteur de l'énergie dans l'indice global. Le poids de l'énergie dans le CAC 40, le poids de l'énergie dans le S&P 500. Là, j'ai fait ça de manière agrégée. Et on voit qu'on est passé de 12%. Donc, l'énergie représentait 12% de l'indice il y a quelques dizaines d'années à 4% aujourd'hui. Et normalement, ce poids est corrélé au prix réel du pétrole, c'est-à-dire les prix du pétrole moins l'inflation qu'on peut observer sur les autres biens et services, qui est la courbe jaune. Et donc, juste pour revenir à quelque chose d'à peu près normal, il faudrait revenir aux alentours de 6% du secteur de l'énergie dans les grands indices. Donc, ça laisse une marge de progression relativement importante, puisque pour passer de 4 à 6% dans l'indice, il faut progresser de 50%, toutes choses égales par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un secteur qui mérite d'être observé. Et puis, je terminerai avec les financières, qui normalement se positionnent très bien plutôt en début de reprise, c'est-à-dire en creux de récession, début de reprise économique. Donc, ça semble un petit peu tôt. Qui plus est, ils ont eu des performances extraordinaires ces 2 dernières années. Donc, on pourrait dire que le timing n'est pas forcément le mieux choisi. Et au final, quand on regarde leur niveau de valorisation, donc les fameux multiples, le prix divisé par les bénéfices, on s'aperçoit qu'elles sont très très bon marché, bien meilleur marché que les indices. Et surtout, par rapport toujours à mon histoire de quantification de la courbe des taux,
n'oubliez pas que les bancaires vont profiter de cette quantification. C'est-à-dire que les banques, pour dire les choses clairement, elles vont prêter à long terme et elles vont emprunter à court terme. Et elles gagnent l'écart entre les deux, ce fameux spread. À chaque fois que les taux courts vont baisser, elles vont pouvoir se financer à moindre coût. Les taux longs vont baisser, mais beaucoup moins vite, et donc elles vont gagner un écart qui est de plus en plus important. Donc à chaque fois que la courbe des taux se quantifie, ça vient aider la performance des bancaires qui vont pouvoir justement avoir des meilleures marges sur les prêts qu'elles effectuent. Donc aussi un secteur à regarder dans ce type de marché. Donc on le voit, même si on a un cycle économique qui ralentit, un risque de récession et voire même une potentielle baisse des marchés actions, une fois de plus, temporaire, puisque la tendance à long terme, c'est à la hausse. Dans ce type de scénario, il y a certains secteurs, certaines sociétés qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont avoir des performances positives. Même dans le pire des bear markets, il y a toujours des secteurs et des sociétés qui sont dans le vert, et c'est ça qu'on doit garder en tête. Merci beaucoup Bruno pour ces explications à nouveau. Je vais passer la main à Adèle qui va nous présenter sur un des secteurs de Là, vous en avez envoyé beaucoup dans le panorama. On en a sélectionné un pour aujourd'hui et vous aurez les autres dans le panorama. Adèle, la parole. Merci. Ok, mon micro est bon. Ok, alors, on a choisi de vous présenter un seul produit sur Action. Vous avez vu, pour ceux qui l'ont parcouru, qu'il y en avait un certain nombre classés par type de structure, puis type de sous-jacent, enfin type de secteur dans la grosse présentation. Ici, on vous présente juste, on a fait le choix de vous présenter uniquement un Athena dégressif sur BNP Paribas avec un décrément de 3,85 €. Alors, pourquoi un Athena et pas un Phoenix? Alors déjà, c'est vraiment un pur hasard. Pour rappel, un Athena, c'est un produit avec deux barrières, une barrière de protection du capital et une barrière de rappel, et donc il va payer des coupons uniquement quand le produit est rappelé, ou à maturité s'il est au-dessus des barrières nécessaires. Et un Phoenix, c'est un produit avec trois barrières, une barrière de protection du capital, comme pour l'Athena, une barrière de rappel, comme pour l'Athena, mais sauf qu'on va rajouter ici une barrière de coupons. Donc, il va vous permettre de toucher des coupons, même si le produit n'est pas rappelé par anticipation. Voilà, parenthèse refermée, on revient donc sur l'Athena. Première chose, déjà certains vont penser que je suis schizophrène à vous parler de décrément. Ça a été mon message, enfin notre message ces dernières années. Pas qu'il fallait pas en faire, mais en tout cas qu'il fallait pas le faire de la façon dont c'était fait, à savoir sans trop évaluer les risques et surtout sans les expliquer clairement aux investisseurs. Ici, d'abord, sans parler du sous-jacent, je vais vous parler de la structure. Donc, c'est un Athena qui dure 10 ans, donc un autocall qui dure 10 ans, rappelable annuellement, avec une première observation dès l'année 1. La barrière de rappel se trouve dès la fin de l'année 1 à 90%, donc à moins 10, et ensuite décroît de 5% par an. Donc, à terme des 10 ans, la barrière de rappel se retrouve à moins 55%. La barrière de protection du capital, elle est en permanence à moins 60%. De toute façon, elle est constatée qu'à maturité, mais voilà, ça vous donne un produit qui est quand même sécuritaire. BNP, Bruno vient d'en parler. Les banques, c'est souvent quelque chose qu'on apprécie, sur lequel il y a un peu de jus pour sortir des produits qui soient sexy. Hein. On peut le voir ici, malgré toutes les protections, les barrières très basses, la dégressivité, etc. On est encore sur un coupon à 9% par an. On pourrait bien sûr décider de réduire un peu le coupon pour encore augmenter la protection, mettre des barrières peut-être à moins 65 voire moins 70, c'est possible. Et on a ajouté évidemment un strike moyen, donc sur à peu près toutes les structures qu'on vous propose en ce moment, sachant qu'on est dans une période un peu d'incertitude, hein, comme le Bruno l'a encore rappelé juste avant. Donc on a mis des strikes moyens pour ne pas observer les niveaux des sous-jacents uniquement maintenant sur un seul jour, mais pour le faire sur 2, 3, 4, 5 dates, pour faire une moyenne et donc avoir un point d'entrée lissé. Pour revenir au décrément. On a fait du décrément ici, pourquoi ?
parce que en fait, on l'a associé à plusieurs outils qui nous permettent d'être sereins à vous proposer ce type de sous-jacent. De 1, le décrément est à 3,85. Les dividendes de BNP de ces dernières années, alors 3,85, ça représente 6,11% du niveau actuel du sous-jacent. Les dividendes de ces dernières années tournaient plutôt entre 7,30 et 8,20. Donc on a pris et le dividende prévisionnel pour 2025, c'est, si je dis pas de bêtises, c'était 5 euros et quelques. Donc voilà, on est largement en dessous, pardon. Ensuite, donc on a pris un décrément qui soit très bas. On a mis une barrière de protection qui soit très basse, une barrière de coupon qui soit très basse. Enfin, c'est la même sur l'Athéna, mais sur le Phoenix, c'est 2 barrières distinctes. Et surtout une dégressivité très importante. Grâce à ça, on arrive à sortir un rendement qui soit plus que sexy, un produit qui devrait durer assez peu de temps, et grâce à la dégressivité de la barrière, et surtout, encore une fois, un niveau de décrément qui soit juste. Voilà, avec 3,85 versus 5 ou 5 et quelques pour le dividende réel qui sera versé, je pense qu'on est confortable à regarder ces deux sous-jacents. Pour conclure de mon côté, là je vous ai présenté du BNP. On sait qu'il y a eu énormément de pricing sur Stellantis qui ont tourné dans le marché ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on a cherché à vous montrer autre chose. Mais bien sûr, sur Stellantis, on est capable de le faire. Ces produits que vous avez dû voir passer avec des barrières à moins 70, moins 80, avec des rendements à 10, 12, 13, 14%. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre de quand est-ce que vous voulez le faire, avec quels assureurs ou quelle teneur de compte, quel type de rendement vous voulez pour les clients et d'upfront vous voulez pour vous. Mais tout ça, c'est des curseurs qu'il faut placer là où vous avez envie. Et on a pas mal de sujets dans les tuyaux sur cette structure, autant sur BNP que sur Mercedes et sur Stellantis. Donc, si vous avez des intérêts pour le deuxième semestre, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on vous mette dans les discussions et qu'on vous tienne au courant des avancées. Voilà. Merci beaucoup Adèle. C'était important de repréciser les conditions optimales pour utiliser le décrément. Donc toujours bien faire attention aux dividendes historiques et aux prévisions de dividendes et à ce que le dividende fixé sur le sous-jacent soit toujours en ligne avec cela. Et en effet, la barrière de protection du capital à maturité très basse pour protéger les investisseurs et protéger votre relation commerciale. Et enfin la dégressivité sur le rappel, qui permet dans un scénario de choc de marché rapide de pouvoir protéger également l'investisseur et le rendement potentiel du produit. Juste une petite seconde, Nicolas. Point important, on a mis la barrière de rappel en première année à moins 10, justement pour éviter, pour contrer le risque d'annulation du dividende, comme on a eu sur les années Covid. Et ben là, même si le dividende était annulé entièrement la première année, cette barrière qui commence à 90 et pas à 100, nous permet de quand même être serein sur le rappel rapide du produit. Voilà, toujours bien expliquer les risques associés au décrément et le mécanisme de fonctionnement, parce que dans un choc de marché, s'il y a en effet un écart de performance entre le sous-jacent avec décrément et le sous-jacent réel qui s'opère, eh bien, il y aura des explications de texte à donner auprès des clients et nous, on sera là en tous les cas pour vous épauler, vous accompagner, pour vous donner toutes les informations nécessaires et la documentation associée. Le séminaire le webinaire touche à sa fin. On a quelques questions. Il nous reste 3 minutes que je vais essayer de prendre. Alors, on en a eu pas mal dans le chat. Donc, malheureusement, vu le temps, je vais pas pouvoir toutes les prendre. Mais juste avant ça, je vais repasser quand même la parole à Bruno qui, en 1 minute, peut-être Bruno, tu peux nous rappeler les messages vraiment importants que tu nous as fait passer tout au long de cette présentation. Oui, avec grand plaisir. L'idée, c'est effectivement d'être assez simple, c'est-à-dire que ne pas être investi constitue un risque élevé pour les performances à moyen et long terme. Et ça, vraiment, chaque présentation que je fais, j'essaye d'insister là-dessus parce que c'est vraiment un point clé. Il faut être investi. Ensuite, quand on est dans ce type de scénario où la probabilité de récession est devenue maintenant très forte, il y a des structures pour se positionner de manière à limiter les chocs et même, et c'est ça la beauté de la chose,
en tirer profit, que ce soit sur le marché obligataire, grâce à la baisse des taux de la Banque centrale, ou sur le marché des actions en étant sur les bons secteurs. Et donc, au final, c'est dans ce type de stratégie que même s'il y a une grosse tempête, on sait où elle phare et on sait dans quelle direction aller. Donc, vraiment, profitez de cette période-là pour agir et bouger dans vos portefeuilles. Merci beaucoup, Bruno. Encore une fois, je pense que c'était très clair. Je vais, de façon assez aléatoire, sélectionner peut-être quelques questions. Alors, j'en ai une en début, donc qui est arrivée de Benjamin, qui nous demande qui constate que les taux vont continuer à baisser, et il nous demande si on a une vision du point bas. Alors, Benjamin précise pas s'il parle de l'euro ou du dollar, mais j'imagine que c'est de l'euro. Bruno, tu veux prendre la main là-dessus? Oui, grand plaisir. Alors, si on peut peut-être retourner sur la slide du début des politiques monétaires, où il y avait les graphiques de taux courts et des taux longs. Comme ça, vous aurez les chiffres en images. Alors, j'ai un scénario qui est beaucoup plus agressif que le consensus. C'est encore avant. Encore. On y va, Bruno. Vas-y, tu peux continuer en attendant, je pense. Encore. Voilà, là, merci. J'ai un scénario qui est beaucoup plus agressif que le consensus et sans fausse modestie, j'ai bon espoir d'avoir raison puisque en fait, quand les taux montent, ils montent progressivement. À l'inverse, quand les taux courts baissent, souvent ils baissent très fortement. Soit parce que la récession est plus forte que prévu et là, typiquement, on commence à arriver dans ce scénario-là. Soit parce que l'inflation aussi est devenue trop faible et donc du coup oblige les banques centrales à surréagir. Soit, comme ça arrive de temps en temps, et j'espère qu'on y échappera, parce qu'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie. Donc, il y a un événement important, une faillite d'une grosse société ou un État qui est en difficulté avec ses charges d'intérêt, etc. et qui fait que les taux baissent très fort. Donc, le marché anticipe des taux en Europe qui se stabiliseraient aux alentours, on va dire, de 2,5%. Moi, je pense qu'on peut aller encore plus bas avec des taux de la BCE à 1,5% d'ici la fin de l'année prochaine, donc fin 2025. Donc, c'est une vraie baisse des taux. Mais au final, le point de destination, à mon sens, importe peu. L'idée, c'est vraiment de profiter de cette baisse des taux. Et donc, sur les taux longs, si la question concerne les taux longs, on va avoir une baisse des taux aussi, mais qui va être moindre, puisque les taux longs, eux, une fois on va avoir le début de cette baisse des taux courts, vont commencer à anticiper la suite et la future stabilité, reprise de l'économie, etc. Et donc, les taux longs, donc à 10 ans, là j'ai pris dans le cas de l'Allemagne, peuvent aller aux alentours de 1,5, 1,8%. Ça, c'est un objectif qu'on peut se fixer assez facilement. Dans le cas de la France, ça pourrait être ces niveaux-là, voire légèrement au-dessus si on a une prime de risque qui se met en place en lien avec les indécisions politiques du moment et la difficulté à construire un budget. Mais en tout cas, c'est ça. L'idée, c'est d'aller... essayer de viser 1,5%, ça serait déjà pas mal. Dans le cas de l'Europe, ça sera plus facile pour l'Allemagne que pour la France, mais c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, Bruno. Donc, ça confirme aussi que des phénix baissiers sur le CMS 10 ans avec des barrières de rappel à 1,80 sont encore tout à fait pertinents aujourd'hui. En particulier, si on arrive en plus à positionner avec des coupons garantis, il y a encore du jus à aller chercher. Et donc, pour des clients qui sont très averses au risque et qui veulent rester sur un positionnement de produits à capital garanti avec une bonne probabilité de coupon, ces produits et ces solutions sont encore bien adaptés malgré la baisse des taux récentes. On est passé, je le rappelle, de 2,90 à 2,45, 2,50 sur le CMS 10 ans en peu de temps. Il y a encore des opportunités à saisir. Alors, j'ai une autre question donc de Clément qui nous pose une question sur le secteur automobile. Qu'en est-il du secteur auto? Est-il intéressant de s'y positionner avec la récente forte baisse de Stellantis ces dernières semaines? Bruno, tu as peut-être un avis sur Stellantis que tu peux exprimer? Effectivement, c'est un secteur qui a passablement souffert et qui va finir par être très intéressant. Pour moi, le point clé à guetter là-dessus, c'est à partir de quand les États vont essayer de soutenir le secteur. C'est-à-dire que le début de la reprise, il va probablement se faire à ce moment-là, avant même la reprise économique. À un moment, les grands États européens et probablement américains aussi vont venir aider le secteur automobile qui représente une part importante de l'emploi
et qui a souffert ces derniers temps, alors à la fois un peu du ralentissement économique, mais aussi de la compétition très forte des véhicules électriques chinois. Et on voit qu'il commence à y avoir une sorte de volonté de venir soutenir les producteurs d'automobiles européens et américains. Donc pour moi, c'est ça qu'on doit guetter, vraiment un événement politique là-dessus et des aides à l'achat pour les véhicules européens. Et donc Stellantis en profitera très clairement. Je pense qu'on peut aussi regarder d'autres compagnies comme Renault, par exemple, qui a un peu moins souffert, mais pour des bonnes raisons et qui, au final, pourrait rebondir tout aussi bien. Mais en tout cas, oui, c'est un secteur qui a déjà l'avantage de ne pas être cher. Et pour moi, pour arriver à faire ce creux, il faut vraiment avoir une bonne nouvelle. Et je l'attends vraiment sur le côté politique. Merci beaucoup Bruno. Je vais prendre une dernière question. Donc, il y a une question de Yves qui nous dit que nous rentrons dans la période d'investissement des PER pour faire bénéficier à nos clients de l'optimisation fiscale des versements. Est-ce que certains de vos produits sont éligibles au PER? Alors là-dessus, je vais faire une réponse un peu générale. Quand il s'agit d'un PER assurantiel, l'ensemble des produits sont généralement éligibles auprès des contrats et des différents assureurs, avec le même processus et les mêmes contraintes d'éligibilité qu'en assurance vie classique. On est en train de travailler chez Atlantic sur une proposition pour justement une offre de produits éligibles au PER et avec également quelques outils qui vous permettront de calculer un bénéfice fiscal pour vos clients. Donc ça, on va vous le communiquer d'ici un mois et on espère que ça vous sera largement utile. Et alors Adèle me souffle que le Phoenix CMS est dispo en PER. On en a plusieurs et chez Selentia, j'imagine, mais également chez Viplus. Voilà, donc ce webinaire touche maintenant à sa fin et merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Vous avez été assez nombreux d'ailleurs à nous rejoindre. On espère que ce webinaire et la nouvelle publication Panorama vous sera utile et vous a été utile. Vos retours d'ailleurs sont précieux pour nous, hein. Ça va nous permettre d'améliorer largement les sessions. On a eu un petit problème technique, vous avez peut-être pu vous en rendre compte avec le micro de Bruno, donc on a essayé de trouver des solutions pour que ça se passe dans les meilleures conditions avec un son. J'espère qu'on a réussi à sauver ça. Donc on est ouvert vraiment pour toutes vos suggestions et en attendant toute l'équipe d'Atlantic Capital Partners reste à votre disposition pour répondre à vos questions et approfondir les points dont vous aurez besoin. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée au nom de toute l'équipe et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.